Miss Marple hocha la tête, le léger tintement de sa cuillère contre la porcelaine étant le seul son pendant quelques instants. « Ça finit toujours par arriver, dit-elle, même si cela arrive rarement sans son lot d'inconfort. Pensez-vous que Sally restera au village ?» Elle ne l'a pas dit ouvertement, répondit Miss Marple, en posant sa cuillère, mais je crois qu'elle pourrait le faire. La maison semble peut-être trop chargée de souvenirs, mais le verger, c'est autre chose. La terre a une étrange façon de ramener les gens à la terre, surtout quand on la leur a refusée. Le vicaire fait un signe de tête discret. « Et Julia Brent ?» demanda-t-il. Elle a fait une déclaration complète, a déclaré Mélène Marple. Elle ne sera pas poursuivie, du moins pas formellement. Le Crown Prosecution Service estime que sa participation à la dissimulation était émotionnelle et non criminellement malveillante. Ses aveux ont contribué à renforcer le dossier contre Edwin. L'inspecteur Cray a déclaré qu'elle ne serait probablement plus invitée à témoigner. Et Edwin? Mélène Marple continue d'affirmer que c'était un accident, soupira-t-elle. Mais aucun jury ne le croira. Pas après ce qui a été révélé. Et au final, qu'il ait poussé Eleanor ou qu'il l'ait regardé tomber, c'est ce qu'il a fait ensuite qui l'a condamné. Le feu crépitait entre eux, quelques braises jaillirent, dehors un corbeau volait à basse altitude au-dessus de la place du village, décrivant un lent arc de cercle au-dessus des toits. Miss Marple se pencha légèrement en arrière, croisant ses mains sur ses genoux. « Tu sais, dit-elle doucement, Eleanor Cresswell n'a jamais été une femme à faire des drames. Mais elle avait un esprit vif. Elle devait savoir le danger qu'elle courait en affrontant Edwin sans protection. Et pourtant, elle l'a fait quand même. Elle voulait la vérité, dit le vicaire. Non, corrigea doucement Miss Marple. Elle voulait que justice soit faite. Cet après-midi-là, Sally se promenait seule dans le verger, enveloppée dans un châle de laine, ayant appartenu à Eleanor. L'air lui mordait les joues, mais cela ne la dérangeait pas. Elle savourait la piqûre. Cela lui rappelait qu'elle était toujours là, toujours debout, et que tout, aussi emmêlé fût-il, s'était finalement défait. Les pommiers étaient nus maintenant, à l'exception de quelques fruits flétris qui s'accrochaient obstinément à leurs tiges. L'herbe sous ses bottes était raide et étincelante. Le vieux banc de pierre, sous l'if, attendait en silence. Elle était assise, les mains posées sur ses genoux. Dans sa poche se trouvait la lettre pliée que Miss Marple lui avait remise la veille, retrouvée au fond d'un livre de cuisine que Eleanor gardait sur l'étagère de la cuisine. Elle était destinée à Sally, non envoyée, non formulée, mais pleine d'intention. Elle le déplia alors et le lissa sur ses genoux. « Ma chère Sally, ça a commencé. J'espère que tu vivras dans un monde où il sera enfin possible de dire la vérité en toute sécurité. J'ai toujours su qui tu étais. Peut-être pas dès le premier instant, mais certainement au fil des saisons. Tu avais la grâce de Margaret, l'obstination de Reginald, et quelque chose de plus, de doux et de vrai, qu'aucun d'eux ne maîtrisait vraiment. Tu mérites le verger. Tu mérites ce nom. Et surtout, tu mérites de savoir que quelqu'un a suffisamment cru en toi pour se battre pour toi, même au prix de tous. S'il m'arrive quelque chose, ne les laisse pas t'effacer à nouveau. Avec amour, Éléonore. » Sally cligna des yeux contre le froid, puis plia soigneusement la lettre et la remit dans sa poche. Elle contemplait les champs, les rangées d'arbres tels des sentinelles, leurs ombres allongées dans la lumière ambrée. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle n'avait pas besoin de richesse. Elle avait seulement besoin du calme, de savoir que son histoire avait été revendiquée et que quelqu'un avait cru qu'elle valait la vérité. Ce soir-là, les villageois se sont rassemblés pour la marche annuelle aux lanternes d'hiver, une tradition bien antérieure au scandale. Des enfants portaient des lanternes allumées à la bougie sur la place. Du vin chaud était versé dans des chaudrons en cuivre fumant. Les cloches du clocher de l'église sonnaient, résonnant sur les toits. Sally assistait discrètement à la cérémonie, non pas comme la servante versant le thé en arrière-plan, mais comme elle-même, un visage à la lueur de la lanterne, un nom autrefois murmuré avec incertitude, maintenant prononcé avec chaleur. Miss Marple l'observait de loin, les bras soigneusement repliés sous son châle. Elle ne s'approcha pas, elle observait simplement, satisfaite de voir l'histoire se poursuivre sans avoir besoin de tourner une page.
Madame Banbury la rejoignit avec une tasse de cidre dans chaque main. Elle a l'air d'appartenir à ce groupe, a déclaré Madame Banbury. Elle l'a toujours fait, répondit Miss Marple. Ils se tenaient ensemble, regardant le cortège défiler lentement dans la ruelle, les rires des enfants se mêlant au faible murmure des chants. Plus tard, de retour dans son salon, Miss Marple reprit son tricot. Le feu dansait à son rythme doux, les aiguilles cliquant à coups lents et réguliers. Son chat, Thomas, se blottit à ses pieds. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Elle n'avait pas besoin de reconnaissance. Ce qu'elle chérissait plus que tout, c'était la satisfaction que procurait la vérité prenant racine dans le sol de la vie. Comme une graine longtemps enfouie qui perçait enfin. Un meurtre, murmura-t-elle à la salle vide, est rarement une question de rage seule. C'est une question de peur, de désespoir, et de ce que nous croyons nous devoir. Elle mit son tricot de côté, se leva lentement et se dirigea vers la fenêtre. Le verger au loin était silencieux. Au repos, guérison. Et sous ces arbres, sous le poids des secrets, la terre et la vérité perdue avaient repoussé. Comme toujours, si seulement on savait regarder. La semaine suivant la promenade aux lanternes arriva sous un ciel frais et des matins friables. Sainte Mildred avait retrouvé son calme hivernal, celui qui étouffait même le cliquetis des bouteilles de lait, et les commérages par-dessus les portails des jardins. La vie s'installe à nouveau, non pas dans l'oubli, mais dans une continuité tranquille, celle que seuls les villages anglais semblent maîtriser, ordonnée, rythmée et résiliente. Pourtant, pour Miss Marple, même au milieu de cette accalmie, l'histoire ne l'avait pas complètement quittée. Elle ne l'avait jamais quittée. Les mystères pouvaient être résolus au tribunal ou dans les dossiers de police, mais dans son monde, les fins étaient toujours plus douces, tissées au rythme des choix des gens, de leur silence et de leur capacité à changer. Ce matin-là, Miss Marple prend sa place habituelle sur le banc de l'église, au 3e rang en partant du 1er rang, légèrement à gauche. Elle n'arrivait jamais en retard et ne s'assied jamais au 1er rang. C'était le comportement de quelqu'un qui recherchait l'attention, et elle préférait observer plutôt qu'être observée. Les cloches sonnaient doucement au-dessus de sa tête, et le soleil projetait de longs rayons étroits à travers les vitraux, achetant l'allée de couleurs. Sally Brent entra juste avant que l'orgue n'entame ses premières notes. Son manteau était modeste, son écharpe tricotée main, et elle était assise 2 rangs derrière Miss Marple, la tête légèrement inclinée. Ses pas étaient sans apparat, aucun signe de tête de l'assemblée, hormis quelques regards doux, mais son apparence avait indéniablement changé. Elle ne se fondait plus dans le décor. Elle se tenait simplement telle qu'elle était. Et peut-être que c'était là, pensa Miss Marple, la véritable victoire. Après la cérémonie, l'assemblée se retrouva autour de la table à thé de la salle paroissiale, avec ses biscuits secs, son café dilué et ses conversations polies sur le choix des cantiques ou le froid qui s'intensifie. Miss Marple, tasse à la main, se dirigea discrètement vers le fond où le révérend Walker discutait avec Charles Dalton, l'avocat qui avait pris en charge le dossier de Sally. « Mademoiselle Marple, dit Dalton en souriant poliment, nous parlions justement de vous. »« Oh là là, répondit-elle doucement. J'espère que ce sera sur un ton gentil. »« Toujours, dit le vicaire en riant. Charles disait combien il était impressionné par vos déductions. J'ai simplement écouté, dit Miss Marple. On vous raconte toutes sortes de choses quand on vous croit inoffensif. Dalton sirota son thé et se pencha légèrement. Le transfert officiel de propriété est presque finalisé. Le verger appartiendra à Sally avant la fin de l'année. Les autres membres de la famille Cresswell ne contestent rien. Ils semblent impatients d'en finir avec cette affaire. Miss Marple hocha la tête. Et Sally, comment se sent-elle? Elle est prudente, dit Dalton. Mais calme, elle ne parle pas de grands changements. Elle dit que la terre a besoin d'entretien, que les arbres ne peuvent pas se tailler tout seuls. Les lèvres de Miss Marple s'incurvèrent en un petit sourire. Un très bon signe, en effet. Plus tard dans la journée, Miss Marple reçoit un léger coup à sa porte. Elle l'ouvrit et trouva Sally sur le pas de la porte, les joues roses à cause du vent, un sac en papier glissé sous un bras. « Je t'ai apporté quelque chose, dit Sally en le lui tendant. Ce n'est pas grand-chose. Juste un merci, je suppose. » À l'intérieur du sac se trouvait un pain chaud aux pommes et à la cannelle, parfumé, moelleux et clairement fait maison. Miss Marple s'écarta.
Entrez, ma chère, et prenons le thé avec, d'accord? Ils s'assirent près de la fenêtre, où les rideaux de dentelle flottaient légèrement au gré du vent. La bouilloire bouillonnait doucement, et le chat, Thomas, fit un tour autour des chevilles de Sally avant de se poser au soleil. « Je voulais te demander, dit Sally après un silence, tu crois qu'elle savait? Eleanor, je veux dire, qu'elle n'y survivrait pas? » Miss Marple remuait son thé. « Je crois qu'elle espérait le meilleur. Mais elle se préparait au pire. Cette lettre que tu as reçue n'était pas écrite par peur. Elle était écrite par amour. » Sally hoqua lentement la tête, les yeux fixés sur sa tasse. « Je me sens parfois coupable de ne pas l'avoir vue plus tôt, dit-elle. De ne pas en avoir demandé plus, de l'avoir laissé tout porter. »« Non, dit doucement Miss Marple. La vérité n'est pas toujours prête à être accueillie. On voit ce qu'on a le droit de voir jusqu'à ce que quelqu'un d'assez courageux ouvre le reste du tableau. Tu étais son héritage, Sally. Elle le savait. » Sally resta assise tranquillement un moment, puis sourit faiblement. « J'ai décidé de rester, dit-elle. Avec le verger, bien sûr. J'habiterai dans un cottage à l'arrière, près des arbres. Je veux en planter de nouveaux au printemps. » Miss Marple hocha la tête, ravie. « Ce sera une excellente chose. Le verger a connu assez de silence. Il est temps d'entendre à nouveau les rires. » Ce soir-là, tandis que le crépuscule peignait le village d'un doux indigo et d'argent, Miss Marple rédigea une dernière lettre. Elle le lisait souvent après ses investigations, même si personne ne le lui demandait jamais. C'était sa façon de terminer la tapisserie, de nouer les derniers fils. Elle écrivait de sa main douce et soignée. Cette année, on se souviendra de Sainte Mildred non seulement pour ce qui a été perdu, mais aussi pour ce qui a été reconquis, un héritage retrouvé, une vérité restaurée, et surtout une jeune femme assez courageuse pour affronter ce qui était enfoui sous des générations de silence. Eleanor Cresswell a donné sa vie non par insouciance, mais par détermination. Son courage discret a engendré quelque chose de plus fort que la vengeance. Il a apporté le renouveau. La justice, comme je l'ai toujours constaté, est rarement bruyante. Le plus souvent, elle s'impose dans un apaisement en douceur, un retour silencieux à l'ordre. Et parfois, ça sent même la pomme. Elle a signé ses initiales, plié la lettre et l'a placée dans un petit tiroir marqué « Réflexion ». À l'extérieur de sa fenêtre, la lune se levait sur les arbres dénudés. Le verger était sombre, mais paisible. Et dans les racines profondes et froides du village, quelque chose de doux avait été planté une fois de plus. La neige est arrivée à Sainte Mildred, comme souvent, sans prévenir, mais bienvenue. Une fine couche de neige d'abord, à peine plus épaisse qu'une fine pellicule de sucre glace sur les toits et les haies, suivie d'une chute plus abondante pendant la nuit. Au matin, le village était recouvert de neige blanche. Les champs scintillaient sous le faible soleil hivernal, et les cheminées envoyaient leurs volutes de fumée dans un ciel si pâle qu'il semblait laver. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'inculpation officielle d'Edwin Cresswell. L'affaire était portée devant la Crown Court et, sauf retard de dernière minute, un procès était prévu pour la nouvelle année. Les villageois en parlaient encore, bien sûr, mais l'énergie avait changé. Désormais, l'histoire appartient à la mémoire, apprivoisée et non oubliée. Miss Marple se leva tôt ce matin-là, agitée non par le froid, mais par une certaine agitation, celle qui survient lorsque tous les éléments ont trouvé leur place, et pourtant l'air porte encore le spectre d'une situation non résolue. Elle fait chauffer l'eau, beurra une tranche de pain grillé et s'assit à son petit bureau, près de la fenêtre. Dehors, les enfants marchaient péniblement, cartables et moufles aux mains, en direction de l'école. Un merle picorait une baie gelée sur la haie. Miss Marple ouvrit le tiroir intitulé « Réflexion ». Elle en sortit la lettre qu'elle avait écrite au sujet de l'affaire Cresswell et la plaça à côté d'une autre, datée de près de 10 ans auparavant. Celle-ci concernait l'empoisonnement de Kettlesham. Une affaire plus discrète, certes, mais qui n'était pas sans rappeler celle-ci par ses multiples facettes. Elles finirent toutes par revenir, ces histoires. Des gens, des schémas, des secrets s'enfouis sous le temps et les coutumes. Et Miss Marple, pour sa part, avait toujours été là pour écouter quand la vérité commençait à surgir. Plus tard dans la matinée, elle s'enveloppa dans son manteau le plus épais,
glissa un petit paquet sous son bras et marcha vers la sortie du village. La neige crissait sous ses pieds et l'odeur de la fumée de charbon flottait dans l'air. Elle était attendue au verger. Sally l'avait invitée comme première invitée officielle, avait-elle dit, maintenant qu'elle était installée. Le cottage, niché derrière le verger, était inoccupé depuis des années. Eleanor l'avait utilisé comme entrepôt et comme refuge occasionnel pendant les récoltes. Mais Sally s'y était attachée avec soin. Le chemin de pierre était dégagé, les fenêtres lavées, et à l'intérieur, le feu brillait d'une chaleur qui semblait habitée, non empruntée. « Entrez s'il vous plaît » dit Sally d'un ton enjoué en ouvrant la porte. Ses joues étaient rouges de froid, et elle portait un cardigan en laine aux boutons dépareillés. Le thé infusait à peine. Le salon était modeste mais charmant. Un plat de tricoté recouvrait le canapé, un plateau garni de biscuits sablés et l'odeur caractéristique du bois de pommier qui brûlait dans l'âtre. Miss Marple lui tendit le petit paquet. « Pour ton étagère, dit-elle. » Sally le déballa soigneusement. C'était une première édition du livre des fruits du verger de l'Observateur, les coins légèrement usés, les pages jaunies mais propres. « Il appartenait à mon cousin Henry, » explique Miss Marple. Il se prenait pour un expert en cidre, même s'il en buvait surtout et en préparait de piètre l'eau dans le cabanon. Sally sourit et passa un doigt sur la couverture gaufrée. Je la chérirai. Ils restèrent un moment assis dans un silence complice, sirotant du thé et regardant la neige s'amonceler sur le rebord de la fenêtre. Sally finit par parler d'un ton plus bas. Je suis allé sur sa tombe hier, celle d'Eleanor. C'est la première fois que j'y vais depuis les funérailles. Miss Marple leva les yeux. Et qu'est-ce que ça faisait? Sally prit une inspiration, plus légère, comme si elle n'était pas en colère contre moi. Comme si elle était fière, peut-être. Je crois qu'elle le serait, dit doucement Miss Marple. Vous l'avez honorée de votre vérité, pas de votre vengeance. C'est un choix plus rare qu'on ne le pense. Sally regarda dans sa tasse. J'ai pensé inviter quelques enfants du village au printemps, pour aider à planter une nouvelle rangée de pommiers. Peut-être même donner un nom à chaque arbre. Le regard de Miss Marple s'adoucit. Une nouvelle génération enracinée dans un sol meilleur. Oui, dit Sally avec un léger hochement de tête. Exactement. Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite à l'inspecteur Cray au poste de police où les rapports de fin d'année étaient déposés et les agents mélangeaient plus de papier que les prisonniers. Cray la salua avec son mélange habituel de respect et de scepticisme amusé. « Je suis surpris de te voir, dit-il. Pas de nouveau scandale aujourd'hui. Pas de scandale, dit Miss Marple en s'asseyant. Mais j'aime bien boucler la boucle, en quelque sorte. » Cray se pencha en arrière, les bras croisés. « Tu crois qu'il y a quelque chose d'inachevé? » « Pas tout à fait inachevé, dit-elle. Mais il faut le reconnaître. Tu as été juste avec Julia Brunt. Elle portera les conséquences de son silence toute sa vie, mais je crois qu'elle est émue par la peur, pas par la malveillance. » Cray hocha la tête. Elle a parlé à l'avocat de la couronne. Ils ont convenu qu'elle ne serait pas formellement inculpée si elle témoigna. Le juge décidera du poids de sa déclaration. Miss Marple se leva et redressa ses gants. Ensuite, je suppose qu'il ne reste plus qu'à laisser le temps faire son œuvre. Cray sourit. Tu sais, parfois j'ai l'impression que tu apprécies ces affaires plus que tu ne l'admets. Miss Marple pencha la tête. Pas agréable à inspecteur, mais je trouve du réconfort pour résoudre les problèmes. La vérité, voyez-vous, est toujours plus agréable que les spéculations. Les jours raccourcissent encore à mesure que décembre touche à sa fin. Dans les magasins, les rubans de Noël apparaissent dans les vitrines, et l'Église commence à préparer sa crèche annuelle. Le monde continuait de tourner, même après un meurtre, même après un scandale, c'était sa nature. Miss Marple reprit ses déjeuners hebdomadaires avec Madame Banbury, commença à tricoter un châle bleu pour l'anniversaire de la femme du vicaire, et prépara un petit lot de tartelettes à la viande hachée, dont une qu'elle envoya à Sally avec un cournot pour un hiver de commencement. La veille de Noël, le village se rassembla une fois de plus, cette fois pour célébrer, et non pour se souvenir. La chorale chanta sous les arches givrées. Des lanternes vacillèrent devant chaque maison. Les rires revinrent sur la place. Sally se tenait près du stand de cidre, discutant avec le jeune George Harrow,
qui avait pris en charge les livraisons depuis que son père avait mal au dos. Elle souriait, la posture détendue, son écharpe flottant au vent comme un étendard de vie nouvelle. Miss Marple observait de loin. Elle n'avait pas besoin d'être invitée pour savoir qu'elle avait participé à cette aventure. Elle avait aidé, certes, mais plus que cela, elle avait été témoin de la lente et constante réparation d'une déchirure. La vérité avait été enterrée sous un empilement de bois et de pierre, sous des années de silence et de honte familiale. Maintenant, il a fleuri, ni fort, ni vite. Mais vraiment. Et c'était, croyait Miss Marple, la meilleure forme de justice. Elle quitta la place, ses pas légers sur la neige, et rentra chez elle, son travail, pour l'instant, tranquillement terminé. La guirlande flottait paresseusement dans la brise estivale, ses couleurs joyeuses sillonnant la place du village, tel un filet destiné à n'attirer que le bonheur. En dessous, la fête annuelle du jardin de Sainte-Mildred battait son plein, des pots de confiture brillaient sur des tables à tréteaux. La femme du pasteur présidait une tombola modestement ambitieuse, et les enfants du quartier couraient partout, les mains collantes et les billets froissés. C'était, de toute évidence, une journée aussi parfaitement anglaise qu'un sandwich à la marmelade. Miss Marple, sagement assise sous un parasol rayé près de la tente à thé, sirotait sa tasse de Darjeeling avec le calme et la satisfaction de celle qui avait vécu suffisamment pour chérir un tel calme. Elle observait la foule, non pas avec jugement, mais avec la patience aguerrie de celle qui comprend que le temps révèle toujours la vraie nature d'une personne. Ses aiguilles à tricoter claquaient doucement sur ses genoux, l'écharpe à moitié terminée reposant comme un témoin silencieux de ses pensées. Au fond du jardin, près d'une rangée de pommiers centenaires, le stand de la famille Cresswell attirait l'attention. Ils avaient rapporté de leur verger le vieux pressoir à pommes en bois, le plaçant comme une pièce maîtresse rustique à côté de bouteilles de cidre et de tranches de gâteau aux pommes épicées. Edwin Cresswell, le notaire du village, expliquait à un petit auditoire l'histoire du pressage des pommes à Sainte-Mildred, essoufflé de suffisance dans un gilet légèrement tendu au bouton. Bien sûr, dit-il en levant théâtralement la main, la presse remonte à 163 en Qatar, même si nous soupçonnons qu'elle soit encore plus ancienne. Certains disent qu'elle a encore des secrets à révéler. Certains dans la foule ricanèrent poliment. D'autres s'éloignèrent vers le spectacle de Punch et Judy. Seule Miss Marple, discrète sous son ombrelle, fronça légèrement les sourcils. Les rires s'essoufflèrent lorsqu'un cri perce le bavardage, aigu et incontestablement réel. Une jeune femme, Sally Brunt, la nouvelle servante des Cresswell, se tenait près du pressoir à pommes, son tablier blanc taché et les mains tremblantes. « Il y a quelque chose là-dedans !» s'écria-t-elle en pointant un doigt tremblant. La foule s'élança avec cet étrange mélange de curiosité et de terreur que seul un vrai village anglais pouvait susciter. Quelques hommes, moneux par le boucher costaud, M. Harrow, ouvrirent le compartiment inférieur du pressoir, s'attendant peut-être à un rat mort ou à une bouteille renversée. Au lieu de cela, niché dans la chambre en bois sous les vieux engrenages en fer, se trouvait le corps sans vie d'Eleanor Cresswell, la femme d'Edwin, son visage serein, son cou tordu à un angle anormal. Des jalètements se firent entendre, les tasses de thé s'entrechoquèrent, quelque part, un enfant se mit à pleurer. Miss Marple ne se leva pas. Elle posa simplement sa tasse, prit son tricot sur ses genoux et ferma les yeux un instant. La fête était bien sûr terminée. À l'arrivée de l'agent Rowley, le soleil commença à disparaître derrière les haies, projetant de longues ombres dorées sur la place du village. Les stands de la fête étaient abandonnés, maintenant à moitié tranchés des gâteaux abandonnés aux mouches, des banderoles flottant dans l'air immobile, et les lots de la tombola intacts, oubliés près de la table renversée. Le pressoir à pommes avait été fermé par une ficelle de jardinage nouée à la hâte, entre des chaises pliantes. Cela n'a guère réussi à retenir la foule. Miss Marple était assise tranquillement près de la tente à thé, une petite assiette de Battenberg intacte posée sur ses genoux. Elle n'aimait pas s'immiscer dans les affaires officielles, mais elle n'aimait pas non plus partir avant que les questions du jour ne soient réglées, et celles-ci étaient des plus graves. Elle ajusta son châle en écoutant les murmures qui circulaient dans le village aérien, plus rapides que le carnet du gendarme. Elle était toujours fragile, la pauvre, dit Madame Bambury en secouant la tête. Elle se tenait avec deux autres femmes près du stand de confiture, la voix basse mais pressante. J'ose dire que c'était son cœur.
J'étais pâle la semaine dernière quand je l'ai vu à la poste. Ce n'était pas son cœur, murmura le vieux monsieur Bowditch, le marguillier, en s'appuyant lourdement sur sa canne. On ne se tord pas le cou à cause d'un cœur malade. C'est autre chose, tout simplement. À l'intérieur de la barrière de fortune, Edwin Cresswell était assis sur un tabouret en bois, la tête entre les mains. Il n'avait pas beaucoup bougé depuis que le policier l'avait interrogé. Son gilet, autrefois si fier, était maintenant froissé et taché de cidre, et son chaussure bien cirée. Quelques heures auparavant, ils étaient parsemés de poussière, et une seule feuille séchée s'accrochait à l'orteil. L'agent Rowley, un jeune homme robuste au visage aimable et au front perpétuellement perplexe, faisait de son mieux. Mais ses notes étaient un vrai désastre, et la foule grandissante n'arrangeait rien. « S'il vous plaît », cria-t-il d'un ton sérieux mais tendu, « je dois demander à chacun de rentrer chez soi. Nous allons enquêter et contacter les autorités compétentes de Caxton East sous peu. Il n'y a plus rien à voir ici. Personne n'a bougé. » Le vicaire s'éclaircit délicatement la gorge. « Peut-être serait-il sage de prier pour l'âme d'Éléonore, dit-il doucement, et pour qu'elle comprenne en cette heure si sombre. » Miss Marple se leva enfin, époussetant quelques miettes de sa jupe. Elle traversa la pelouse d'un pas léger et s'approcha du policier avec la douce autorité de quelqu'un qui a vu bien pire et s'en est sorti bien mieux. « Quelle horreur !» murmura-t-elle d'un ton calme. « Et en public en plus ? J'espère que vous avez eu la bonne idée de couvrir le corps avant que les enfants ne reviennent chercher leur vélo. » Rolly rougit. « Ah oui, Miss Marple. J'ai demandé à Madame Prowse de s'en occuper. » Elle sourit sans méchanceté. « Et Edwin, a-t-il dit quelque chose ?» Il baissa les yeux sur ses notes, les feuilletant. Seulement, il était en train d'aider le jeune Tom Rigby à installer le stand de cidre quand c'était arrivé. Il dit que Eleanor était allée chercher d'autres serviettes dans la voiture. Personne ne la revit ensuite, jusqu'à ce qu'il hésite, refusant de le répéter à voix haute. Miss Marple jeta un coup d'œil vers Edwin. Son visage était caché par ses mains, mais ses épaules tremblaient légèrement. Difficile de dire si c'était de chagrin ou d'épuisement. « Et la jeune Sally ?» demanda-t-elle. « La fille qu'il a trouvée ?» Rowley fait un geste vague vers les marches de l'église. « Là-bas, avec Madame Sims, elle est secouée mais parle. » dit Miss Marple en observant la foule. Ses yeux bleus et brillants passaient sur chaque visage familier avec la grâce experte de quelqu'un qui avait passé sa vie à apprendre à regarder et à écouter. Plus tard dans la soirée, la place du village était presque déserte. Une fine brume commençait à tomber, brouillant les lueurs du gaz et assourdissant les pavés. Miss Marple, enveloppée dans son épais châle gris, marchait lentement le long de la verdure. Son esprit, toujours en éveil, tournait autour des événements de la journée, comme un chat autour d'une porte close. Eleanor Cresswell, une femme discrète, raffinée dans ses manières, mais quelque peu distante. Le genre de femme qui souriait à la fenêtre plutôt qu'à la porte. Toujours à moitié invisible face à la personnalité débordante d'Edwin. Elle était rarement seule en public et encore plus rarement en conversation. Miss Marple l'avait toujours trouvée trop muette. À l'orée du verger de Cresswell, Miss Marple s'arrêta. Le pressoir à pommes était recouvert d'une vieille bâche. Un panneau en bois était penché à proximité. Cidre de Cresswell, depuis 1750. Une tradition familiale, disait-on. Un vieil outil de valeur. Mais quelqu'un l'avait utilisé aujourd'hui pour quelque chose qui n'avait rien de traditionnel. Une branche craqua non loin de là. Elle se retourna et vit le vicaire approcher, son manteau boutonné jusqu'au cou. « Mademoiselle Marple, dit-il en s'arrêtant à quelques pas, devriez-vous rester dehors par ce froid? Il est presque 20 heures. »« Oh, je vais toujours mieux en marchant, » répondit-elle. « Aide-moi à réfléchir. Tu as dû avoir une journée bien remplie. » Il hoqua la tête. « Effectivement. J'ai passé l'après-midi avec Edwin. Il ne va pas bien. Je peux imaginer. Il y avait des problèmes dans ce mariage, ajouta-t-il, hésitant. Ce n'est pas mon rôle, mais Eleanor s'est confiée à ma femme il y a quelques mois. Une question d'argent, ou peut-être d'héritage. » Les yeux de Miss Marple restèrent immobiles. C'était très intéressant. « Oui, dit-il, presque en s'excusant. Mais vous savez combien les affaires privées sont difficiles à interpréter. »« Tout à fait, acquiesça-t-elle.
Mais malgré tout, des schémas tendent à émerger lorsqu'on observe attentivement. Ils restèrent un moment silencieux, écoutant le doux murmure de la pluie qui s'abattait sur le village. De retour à son cottage de Churchill Lane, Miss Marple fit bouillir de l'eau pour le thé et déplia soigneusement un morceau de journal qu'elle avait glissé sur la table d'information de la fête plus tôt dans l'après-midi. C'était un dépliant paroissial local, sans intérêt à première vue, mais dans l'une des marges, dans une publicité pour des services à domicile, une ligne avait été soulignée au crayon bleu. Prix discret et gestion immobilière, Charles Dalton & Associates, Caxton. Elle tapota pensivement son menton, puis glissa le dépliant dans la poche intérieure de son sac à tricot. Elle ne savait pas encore comment cela se connecte, mais des années d'écoute lui avaient appris que les crimes ne commençaient pas avec la découverte du corps. Ils commençaient bien avant, autour d'une table de cuisine, dans des salons silencieux, au milieu de lettres mal livrées et de regards incompris. Eleanor Cresswell est décédée aujourd'hui, mais son histoire avait commencé bien plus tôt. Et Miss Marple, toujours patiente, avait l'intention de savoir exactement quand. Le lendemain de la fête, l'aube était douce et grise, un silence de plomb planait sur Sainte-Mildre, tel un voile de dentelle. Le village, d'ordinaire illuminé par les bavardages matinaux et le tintement des bouteilles de lait sur les pas des portes, semblait retenir son souffle. Même les oiseaux étaient silencieux, leurs cris résonnant faiblement entre les haies et les cheminées. Au 5 Churchill Lane, Miss Marple prépare son petit déjeuner avec le soin habituel. La bouilloire sifflant joyeusement malgré l'atmosphère ombre qui régnait derrière les vitres. Une modeste assiette de pain grillé beurré, un œuf poché à la perfection et un petit plat de compote de prunes arrivèrent sur la table, accompagnés de sa précieuse théière bleue, fêlée une fois en 1900. Elle mangea lentement, son regard se posant de temps à autre sur la coupure de journal glissée sous un sous-vert, dont l'encre était légèrement tachée par la vapeur de la veille. Après le petit déjeuner, elle énuméra ses tâches de la journée avec son calme habituel. Une promenade jusqu'à l'épicier du village, un passage à la salle paroissiale pour récupérer ses raccommodages chez Madame Dursley et, si le temps le permettait, une petite visite au presbytère, pas pour des raisons théâtrales, bien sûr, simplement pour rendre un exemplaire emprunté de persuasion. Mais elle pensait que le révérend et Madame Walker auraient probablement d'autres choses à partager. Dehors, le jardin était presque vide. Le pressoir à pommes se tenait toujours sous sa bâche, intact et silencieux. L'agent Rowley avait installé un panneau en bois à côté, avec une pancarte hâtivement écrite en rouge « Police à faire ». Ne pas déranger, comme si une telle chose pouvait tenir à distance un villageois curieux. Chez l'épicier, les murmures avaient repris. « J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé des bleus », murmura Madame Tacter, le dos penché sur les boîtes de biscuits. « Et pourtant, elle est morte il y a 2 jours, dit Miss Marple d'un ton doux. Et depuis, votre nom a été mentionné à maintes reprises dans notre petit village. » Dalton ajusta ses lunettes. « Eh bien, on m'avait récemment demandé de retrouver des documents concernant le verger. Elle soupçonnait des irrégularités dans l'héritage. De vieux papiers avaient disparu. Elle pensait que son défunt père avait modifié le trust initial, mais elle ne parvenait pas à retrouver la version révisée. » Les yeux de Miss Marple brillaient. C'était très troublant. Oui, elle craignait que Edwin ait simplifié les choses, disons, et que lui a-tu conseillé. Rassembler tout ce qu'elle pouvait. De vieilles boîtes, des lettres, tout ce qui se trouvait dans le bureau de son père. Je devais les examiner la semaine prochaine. Nous espérions déposer une réclamation officielle pour garantir sa position d'héritière principale. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et maintenant, elle est morte ?» dit Dalton doucement. J'étais aussi choqué que tout le monde. De retour à St. Mildred's, le soleil baissait tandis que Miss Marple descendait du bus. Elle passa devant le jardin, devant le pressoir à pommes couverts, devant la vitrine du boulanger, illuminée par les pains frais. Ses pensées étaient emplies de cette clarté qui apparaît lorsque les derniers éléments d'un puzzle commencent à se mettre en place. Elle croisa Sally Brent près de la porte de l'église, les yeux rouges mais déterminés. « Tu n'es pas partie ?» dit doucement Miss Marple. Sally secoua la tête. « Je ne pouvais pas. »« Pas encore. Tu étais proche d'elle, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit Sally. « Plus que quiconque. Elle n'était pas seulement gentille. Elle me faisait confiance,
Elle m'a même montré les papiers. Miss Marple s'immobilisa. Des papiers? Elle les a trouvés. Dans le tiroir du bas du bureau, à la cave. Elle a dit qu'il trouvait que le verger lui appartenait, et non à Edwin. Elle a dit qu'il les avait cachés des années auparavant, juste après la mort de son père. Je l'ai aidée à les remonter. Elle allait les apporter à cet avocat, mais elle ne l'a jamais fait. Non, murmura Sally. Ils étaient partis le lendemain. Elle pensait que Edwin l'avait découvert. Miss Marple regarda vers le verger, maintenant baigné de pénombre. La vérité devenait plus claire. Eleanor avait trouvé la preuve de son droit. Edwin l'avait découverte. Et maintenant, le pressoir à pommes, lourd, symbolique, ancré dans la tradition familiale, est devenu son tombeau. Mais Miss Marple n'était pas encore prête à agir. Pas avant d'avoir vu comment Edwin réagissait à une dernière pression soigneusement placée. Il restait un dernier test, et Miss Marple, toujours calme, était prête à l'administrer. Le soleil matinal revint avec une luminosité presque théâtrale, comme déterminé à dissiper le malaise qui planait encore sur Sainte Mildred. Le verger, autrefois lieu de célébration et de tradition, était désormais silencieux derrière le domaine de Cresswell. Le pressoir à pommes demeurait sous sa bâche grise, tel un monument à la mémoire d'un lieu qu'il valait mieux ne pas déranger. Mais pour Miss Marple, le moment de silence était révolu. Elle avait reconstitué la majeure partie du tableau. Il était temps maintenant de l'encadrer et de tester ses sessons avec la seule chose à laquelle Edwin Cresswell ne pouvait échapper facilement. Peu après 11 heures, elle envoya un mot par l'intermédiaire du jeune Billy Hodges, l'apprenti boulanger. C'était simple et poli, comme toute invitation de Miss Marple. « Monsieur Cresswell, si vous êtes libre cet après-midi, je me demandais si vous pouviez prendre le thé avec moi. Il y a quelques points concernant la succession d'Eleanor que nous pourrions aborder discrètement. 15h30, si vous le souhaitez. » Il ne fallut pas longtemps avant que le garçon ne revienne avec un hochement de tête essoufflé et une réponse froissée, griffonnée de la main négligée d'Edwin. « Je viendrai. » Miss Marple prépare son salon avec un calme et une attention particulière. Les beaux napperons en dentelle étaient disposés, le service à thé astiqué, et une génoise soigneusement coupée en tranches était disposée sur le plateau en argent de sa grand-mère. Elle alluma même la petite cheminée bien que la journée fût suffisamment douce pour apporter chaleur et intensité à la pièce. À 3h30 exactement, Edwin Cresswell est arrivé. Il paraissait fatigué, tiré et plus amaigri qu'il y a 3 jours. Son costume était froissé et le nœud de sa cravate mal fait. Pourtant, il gardait le menton haut, son regard scrutant le salon comme un homme habitué à maîtriser la situation. « Mademoiselle Marple, dit-il d'un ton sec, merci pour l'invitation. Asseyez-vous, monsieur Cresswell. J'ai pensé qu'une tasse de thé pourrait être utile. Je trouve toujours qu'une tasse de thé apaise l'esprit, pas vous ?» Il hoqua la tête distraitement et s'assit en face d'elle, ses longues jambes maladroites sous la table délicate. Miss Marple versa le thé avec une grâce experte, lui tendant une tasse surmontée d'une délicate soucoupe fleurie. « Lait ? Oui, s'il vous plaît. Un sucre, n'est-ce pas ?» Il cligna des yeux. « Oui. Comment as-tu fait ?»« Oh, juste un souvenir, dit-elle en souriant. Toi et Eleanor, preniez le thé aux collectes de fonds de l'église. Elle avait un faible pour le citron, si je me souviens bien. » L'expression d'Edwin se contracta. « Oui, dit-il après une pause. Elle l'était. » Ils sortent en silence pendant un moment, le seul son étant le tic-tac de la petite horloge de cheminée et le faible chant d'un moineau à l'extérieur de la fenêtre. « Vous avez évoqué des questions concernant la succession d'Eleanor, dit-il finalement. « Oui, répondit Miss Marple en joignant les mains sur ses genoux. Je suis tombé hier par hasard sur un fait curieux dans les archives paroissiales. Il semble que le testament original de votre grand-père contenait une clause assez stricte sur l'héritage, prévoyant une réversion des biens en l'absence d'héritier direct. » Edwin fronça les sourcils, même si ses yeux ne vacillèrent pas. « Je connais la clause, a-t-il dit. Mais elle est obsolète. Eleanor et moi étions tous deux nommés dans les documents révisés. »« Oh !» Miss Marple pencha la tête. « C'est rassurant, car M. Delton, l'avocat de Caxton-on-Heath, a dit que Eleanor l'avait contacté récemment. Elle croyait que le verger était à elle seule,
qu'elle avait la preuve que votre père avait fait un changement. Edwin serait dit, « Une preuve? Quelle preuve en est ?» Elle a dit avoir trouvé des papiers, de vieilles lettres, des actes originaux. Il tendit à nouveau la main vers sa tasse de thé, mais sa main trembla légèrement. Elle en a parlé à Dalton? Pourquoi n'a-t-il pas réagi plus tôt? Il n'avait pas eu le temps, dit doucement Miss Marple. Eleanor avait prévu de livrer les journaux elle-même, mais comme nous le savons, elle n'en a jamais eu l'occasion. Il y eut une pause. Miss Marple ajouta, « Bien sûr, quelqu'un d'autre aurait pu savoir ce qu'elle avait l'intention de faire. » Le regard d'Edwin se tourna vers le feu. Les flammes étaient faibles maintenant, les bûches ressemblaient plus à de la braise qu'à du feu. Elle gardait tout sous clé, murmura-t-il. Ce n'était pas comme si elle me faisait confiance. Non, dit doucement Miss Marple. Mais peut-être espérait-elle que tu changerais. Il n'a rien dit. Miss Marple continua, son ton aussi doux que jamais. Bien sûr, si ces documents n'existent plus, cela complique les choses. Difficile de prouver quoi que ce soit sans eux. Surtout s'ils ont été brûlés. Edwin leva brusquement les yeux, l'air méfiant. « Qu'insinuez-vous ?»« Rien du tout, » dit-elle rapidement. « J'ai simplement remarqué, lors de ma visite, qu'il y avait une forte odeur de papier brûlé. Et le tapis près de l'âtre semblait plutôt déplacé. » Il ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Miss Marple posa sa tasse de thé et se pencha légèrement en avant. « Vous savez, dit-elle, j'ai souvent constaté que les gens sous-estiment la valeur de la simple observation. Ils pensent que meurtre est une affaire de violence, de chaos. Mais le plus souvent, c'est une question de timing. D'attendre que quelqu'un soit seul, de savoir quand personne ne regardera. » Les articulations d'Edwin se resserrèrent autour du bord de la table. « Et bien sûr, poursuivit-elle, à propos du mobile. On ne tue pas par ennui, on tue pour protéger quelque chose ou pour le conserver. Une maison, un verger, un héritage. Je n'ai rien à voir avec sa mort, dit-il soudainement, sèchement. Miss Marple cligna des yeux. Oh, mais je ne vous avais pas accusé. Il s'est rendu compte de son erreur trop tard. Elle se leva et lissa sa jupe. J'imagine que la police voudrait peut-être retourner au verger. Surtout au pressoir à pommes. Il paraît qu'il n'a pas été déplacé depuis des années. Et pourtant, quelqu'un a réussi à ouvrir la trappe inférieure. Un véritable exploit, à moins d'en connaître le fonctionnement en profondeur. Edwin se leva également, la bouche serrée. « Vous pensez avoir tout compris, n'est-ce pas ?» Miss Marple ne répondit pas. Elle prit simplement la théière et se servit une nouvelle tasse. « Je pense, dit-elle enfin, que la justice est une question de patience. Et la vérité, eh bien, reste rarement enfouie bien longtemps, même sous un vieux pressoir à pommes. » Ce soir-là, Miss Marple écrivit une courte note à l'inspecteur Cray de la police de Caxton. « Cher inspecteur, vous constaterez que le mécanisme à levier situé à la base du pressoir à pommes Cresswell a récemment été huilé pour une machine qui n'avait pas été utilisée depuis des décennies. Je vous suggère également de parler à la jeune Sally Brunt, qui pourra confirmer que Eleanor Cresswell possède des documents probablement liés au titre de propriété du verger. Je serai heureux de vous en dire plus, si vous le souhaitez. Sincèrement, Jeanne Marple. » Elle a placé la lettre sur la table du couloir, prête à être postée le lendemain matin. Dehors, le vent agitait les pommiers. Et quelque part dans l'obscurité, une conscience a commencé à se défaire. La pluie est revenue pendant la nuit, douce, résistante et silencieuse. Elle a assombri les toits du village et transformé le sol du verger en un tapis boueux de feuilles mortes et de pommes écrasées. L'odeur de l'écorce humide et des fruits pourris flottait dans l'air matinal, se mêlant au parfum lointain de la fumée de cheminée. Un étrange silence s'était installé sur Sainte-Mildred, comme si le village attendait, le souffle coupé, que quelque chose vienne rompre ce silence. Miss Marple, cependant, n'était pas du genre à attendre les bras croisés. Elle se réveilla tôt, son sommeil léger et perturbé, ses pensées revenant encore à la visite d'Edwin Cresswell l'après-midi précédent. Le tremblement de sa main, l'étincelle dans ses yeux, la soudaine protestation alors qu'elle n'avait porté aucune accusation. Tout cela n'était pas le geste d'un homme innocent, même s'il ne constituait pas encore une preuve de culpabilité. Après un léger petit déjeuner composé de porridge et de thé, elle prit son imperméable et sa canne et s'engagea dans le matin brumeux. Son chemin était posé, son allure tranquille,
Et sa destination était clairement le verger de Cresswell. Elle arriva juste au moment où les agents de police de Caxton Heath descendaient de leur voiture noire. L'ordre de la police du village avait été discrètement annulé. L'inspecteur Cray avait lu sa lettre et avait agi avec l'urgence espérée par Miss Marple. Cray lui-même, un homme grand avec un front pensif et du sel et du sel et du sel et sel canard, poivre cheveux, je l'ai rencontré près du bord de l'allée. Mademoiselle Marple, salua-t-il d'un signe de tête, je dois admettre que votre lettre était intrigante. Je pense bien, répondit-elle, doucement. Le pressoir à pommes et la clé, voyez-vous. Non seulement l'endroit où le corps a été retrouvé, mais aussi son utilisation. Une machine lourde et peu pratique, et il faut savoir comment l'ouvrir. Le compartiment inférieur est verrouillé par un loquet dissimulé, très ancien. Rares sont ceux qui soupçonneraient son existence. Cray hocha lentement la tête, et Edwin Cresswell serait l'un des rares. Exactement, dit-elle. 2 agents écartèrent la bâche, révélant le pressoir en dessous, noirci par le temps et strié par la pluie. Ils examinent attentivement, forçant la trappe et soulevant le couvercle en fer avec effort. Un léger craquement résonna dans le verger. Un agent se tourna vers Cray. « Monsieur, l'intérieur a été nettoyé, mais il y a des rayures sur le fond, des rayures récentes. Et la prise est encore fraîche. » Cray s'agenouilla pour l'inspecteur lui-même, et le verger lui-même, dit doucement Miss Marple. Il ne reste plus aucune trace de pas, bien sûr. Mais Sally Brent mentionnait avoir entendu du mouvement dans la cave la veille de la mort d'Eleanor. Il ne serait pas difficile de se déplacer de la maison au verger à la faveur de la nuit. Cray se leva lentement, les sourcils froncés. Il va falloir fouiller la maison. Miss Marple hocha la tête. Vous pourriez trouver intéressant de vérifier sous le tapis du salon, près de l'autre, et peut-être les restes dans la cheminée. Bien que la plupart des documents soient peut-être réduits en cendres, le fermoir en laiton d'un dossier a peut-être survécu. Il la regarda avec un respect nouveau. « Tu as bien réfléchi à tout ça. J'ai des années de pratique, dit-elle avec un léger sourire. » Pendant ce temps, Sally Brent était assise dans la cuisine du presbytère, les mains serrées autour d'une tasse de chocolat chaud fumant. Madame Walker était assise à proximité, lui tenant compagnie comme elle le faisait depuis le soir de la mort d'Eleanor. Le sang-froid de la jeune servante s'était amélioré ces 2 derniers jours, mais son regard restait hanté. « Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans Miss Marple, dit doucement Sally. Elle voit des choses que nous autres ne voyons pas, répondit Madame Walker. Elle l'a toujours fait. Elle m'a dit de ne pas parler de ses papiers avant le moment opportun. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je lui faisais confiance. » Madame Walker posa une main sur l'épaule de la jeune fille. « Vous avez fait exactement ce qu'il fallait. Vous lui avez donné la pièce dont elle avait besoin. » Sally hocha la tête, les yeux emplis de larmes retenues. « J'aurais aimé pouvoir faire plus. »« Tu l'as fait, » dit la femme du pasteur. « Tu as donné une voix à Eleanor, alors que personne d'autre ne le pouvait. » À midi, les agents avaient terminé leur perquisition au domicile des Cresswell. Cray se tenait dans le salon, le lourd tapis déroulé, révélant une planche de parquet visiblement dérangée. En dessous, un espace vide tapissé de poussière, sans plus. « Ils étaient cachés ici, dit Cray à l'officier à côté de lui, et ils ont probablement brûlé peu après. » Il se dirigea vers la cheminée, où l'agent Hughes avait soigneusement passé au crible les cendres. Des morceaux de papier brûlés, trop abîmés pour être lus, mais près du fond de la grille, à moitié fondu mais reconnaissable, se trouvait un fermoir métallique noirci, mais toujours intact. « Catalogue ceci, ordonna Cray, et mettez tout dans un sac. » Edwin Cresswell n'était pas chez lui lorsque les recherches ont commencé. Il était parti se promener, selon un voisin. Seul, sans destination précise, à son retour, escorté gentiment mais fermement par les agents, il trouva Cray qui l'attendait dans le verger, les mains jointes dans le dos. « C'est scandaleux » aboya Edwin. « Tu n'as pas le droit. »« Au contraire, » dit Cray calmement, « nous en avons parfaitement le droit. Il s'agit d'une enquête pour meurtre. »« J'aimais ma femme, » dit Edwin d'une voix tendue. « Nous avions des différends, certes, mais elle a trouvé des documents, » interrompit Cray, prouvant que la succession lui avait été léguée en totalité. Elle a sollicité un avocat pour la récupérer,
Et maintenant, ces documents ont disparu, brûlés. Nous avons retrouvé ce qui reste. Je n'en sais rien. Cray l'observa un instant. C'est étrange, monsieur Cresswell. Vous aviez l'air plutôt calme jusqu'à présent. Miss Marple, qui se tenait à proximité, s'avança doucement. Ce sont toujours les petits détails, monsieur Cresswell, dit-elle doucement. Le levier de la presse. L'huile que vous utilisez pour faciliter son ouverture. Vous saviez parfaitement comment ça fonctionnait, n'est-ce pas? Et quand Eleanor ne s'est pas présentée pour le thé, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, il était temps de cacher les preuves. De tout faire disparaître. La bouche d'Edwin s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Crazy fait un pas en avant. On prend le relais, Miss Marple. Elle hoqua la tête et recula tandis que Edwin était escorté jusqu'à la voiture qui l'attendait. Il ne parla plus. Ce soir-là, le village était plus calme qu'il ne l'avait été depuis des jours. La pluie était revenue, à peine plus qu'une brume, et les lumières brillaient chaleureusement derrière les rideaux de dentelle. Les gens parlaient à voix basse, et pour la première fois, la maison Cresswell était immobile et éteinte, ses fenêtres sombres comme des yeux clos. Miss Marple était assise près du feu, son tricot sur les genoux, bien qu'elle n'ait réussi qu'à faire quelques rangs depuis le matin. Une théière fraîche était posée à proximité et sur la cheminée, une petite enveloppe non timbrée et cachée, à côté d'un vase de lavande séchée. C'était de Sally. À l'intérieur se trouvait une note, écrite à la main avec une écriture soignée. Merci. Je ne sais pas comment tu as pu voir tout ça, mais je t'en suis reconnaissant. Eleanor méritait mieux, et je veillerai à ce qu'on se souvienne d'elle avec bienveillance. Toujours, Miss Marple plia la lettre, la glissa dans son tiroir et reprit son tricot. La vérité, elle le savait, avait une curieuse façon de trouver son chemin vers la surface, comme des racines sous le sol du verger, se tordant et s'enroulant jusqu'à atteindre la lumière. Et maintenant, cette vérité est libre, mais elle savait aussi, en comptant ses mailles, que tout n'était pas encore terminé. Parce que parfois, même dans un cas résolu, le fil final doit être noué juste comme il faut. Et elle avait encore un nœud à faire. Le jour suivant se leva doucement sur Saint-Mildred, projetant une douce brume dorée sur les toits du village et apportant avec lui le bourdonnement réconfortant du retour à la normale. L'air, purifié par la brume nocturne, exhalait un doux parfum de terre et de feuilles de pommier. C'était le genre de matinée qui laissait croire que tout désagrément avait disparu. Mais Miss Marple, comme toujours, savait qu'il n'en était rien. La justice avait commencé son lent cours. Edwin Cresswell était en garde à vue, en attente d'inculpation. Les villageois, qui avaient passé les derniers jours dans les ragots et les spéculations, s'étaient maintenant laissés aller à une certitude feutrée. Dans les boutiques et aux barrières, autour de scones et de saucisses, la conversation prenait un ton différent, mi-soulagement, mi-incrédulité. Pourtant pour Miss Marple, quelque chose persistait. Ce matin-là, elle était assise près de la fenêtre du salon, ses aiguilles à tricoter silencieuses sur ses genoux, bien que les grandes lignes du mystère aient été éclaircies, la revendication du verger par Eleanor, le mobile d'Edwin, les documents brûlés et le corps caché, elle ressentait une subtile sensation d'inachevé. Un murmure sourd, sans réponse, résonnait au fond de l'affaire, quelque chose d'irrésolu, quelque chose qu'elle avait remarqué mais qu'elle n'avait pas encore complètement digéré. Le sentiment ne venait pas du meurtre lui-même, mais de sa périphérie, le verger, la cave, le temps manque. Un petit détail l'attira, le commentaire d'Eleanor, rappelé par Madame Walker, selon lequel l'histoire était trop lourde, même faite de pommes et de titres de propriété. Ce n'était pas seulement poétique. Eleanor avait choisi ses mots avec soin. Miss Marple, qui avait passé sa vie à noter les vérités discrètes que les gens glissaient dans leurs phrases, le savait. Il était temps de rendre visite à la seule personne qui pourrait éclairer les ombres qui planent encore sur cette affaire. À 10h30, Miss Marple arriva chez le docteur Lionel Weaver, médecin retraité du village et surtout son discret collectionneur d'histoires paroissiales. Il vivait seul dans une modeste maison en briques remplie de registres reliés en cuir, de croquis anatomiques et de tabac aux odeurs de tourbe et de poivre. C'était un homme bienveillant, quoique distrait, qui aimait les traditions du village et qui, plus encore, les comptait. « Ma chère Miss Marple », dit-il en la faisant entrer avec un large sourire. « Entrez, entrez. Du thé ? Pas tout de suite.
répondit-elle en s'installant dans un fauteuil. J'espère que vous pourrez m'aider à décrypter quelques vieilles histoires. Des choses que Eleanor Cresswell avait peut-être évoquées avant sa mort. Ah, dit-il, son sourire s'effaçant légèrement. Oui, une histoire terrible. Et peu de temps après, elle revint au village. Elle semblait toujours porter le poids de cette maison sur ses épaules. Miss Marple inclina la tête. Connaissiez-vous bien la famille Cresswell? Oh, comme tout le monde à Sainte Mildred se connaît. Le père de M. Cresswell, Edwin, père, c'était un homme dur. Jamais cruel, mais terriblement exigeant. J'en suis fier. Eleanor tenait de sa mère, calme, mesurée, observatrice. Miss Marple sirotait son thé pendant qu'il continuait. Il y a eu des affaires il y a des années, vous savez, dit le docteur Weaver en attrapant une boîte de biscuits. Peu après la guerre, des rumeurs disaient que quelque chose avait disparu du domaine. Pas des objets de valeur, remarquez, mais des documents, des archives familiales peut-être. Un notaire était impliqué, raconta M. Gallings de Norcombe. Il allait et venait discrètement, rien n'a jamais été rendu public. Miss Marple se pencha. Vous souvenez-vous de quel genre de disque il s'agissait? Des actes de naissance, si je me souviens bien. Un héritage. On murmurait que le verger avait changé de main de manière irrégulière. Certains pensaient que le père d'Edwin avait agi rapidement pour réclamer la terre après un décès dans la famille. Une façon de faire des économies peut-être. Les yeux de Miss Marple se plissèrent. Une mort? Oui. L'oncle d'Eleanor, le plus jeune frère de Robert Cresswell, je crois. Mort dans des circonstances assez floues. Une chute, disait-on, ou un accident dans le verger. Mais personne n'y prêtait attention. Et il n'était pas marié. Non, en fait, marié en secret à une femme de Caxton. Une institutrice, je crois. La pauvre femme est morte quelques années plus tard en couche. L'enfant n'a pas survécu, du moins c'est ce qu'on nous a dit. Miss Marple marque une pause, son esprit parcourant les chronologies, les faits et les murmures. Y avait-il des documents sur l'enfant? A-t-elle demandé. Le docteur Weaver secoua la tête. S'il y en avait, ils auraient disparu. Eleanor m'a demandé un jour si je me souvenais que la femme avait dit qu'elle essayait de comprendre les racines du verger. Je pensais qu'elle parlait des traditions familiales. Mais maintenant, Miss Marple se leva. Merci, docteur. Vous m'avez été d'une aide précieuse. Plus tard dans la journée, elle descendit lentement Church Lane, l'esprit plus vif, la direction plus claire. Eleanor ne cherchait pas seulement des documents juridiques. Elle cherchait quelque chose d'enfoui encore plus profondément, une vérité perdue dans le temps, murmurée par une famille désireuse de conserver ses terres. Un enfant disparu, un héritier légitime effacé. Et puis ça lui est venu, sorti. Eleanor avait fait confiance à Sally plus qu'à quiconque dans cette maison, elle lui avait donné le châle, elle lui avait parlé de vieux papiers. Elle lui avait confié ses confidences. Est-ce possible? Miss Marple ne laissa pas ses pensées s'emballer. Elle les rangea soigneusement et retourna au presbytère. Sally était dans la cuisine, pliant le linge avec une précision méticuleuse. Elle leva les yeux lorsque Miss Marple entra, l'air incertain. « Je pensais que tu te reposerais, » dit Sally. « Après tout ce qui s'est passé hier, le repos apporte rarement la clarté, » dit Miss Marple, avec un petit sourire. « Je suis venu te demander quelque chose, ma chère. Et j'espère que tu ne trouveras pas cela trop personnel. » Sally hocha lentement la tête. « Savez-vous quelque chose sur une femme nommée Margaret Enfield ?» Sally cligna des yeux. « C'était le nom de ma mère. Elle est morte quand j'étais bébé. Et ton père? On m'a dit qu'il était mort à la guerre. » L'expression de Miss Marple s'adoucit. « Quelqu'un vous a-t-il déjà montré votre acte de naissance ?» Sally hésita. « Non. Je n'ai jamais posé la question. J'ai été élevée par ma tante. Elle ne parlait pas beaucoup à mes parents. » Miss Marple s'avança doucement. « Pourriez-vous me permettre d'y jeter un coup d'œil ?» Discrètement. « Bien sûr, je crois que cela pourrait être important. » Sally la regarda, la confusion visible sur son visage, puis hocha la tête. « Si tu penses que c'est nécessaire. » Miss Marple tendit la main et lui donna une petite tape rassurante. « Je pense, ma chère.
que nous pourrions découvrir que votre histoire n'est pas tout à fait celle qu'on vous a racontée. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu avec une pile de lettres récupérées aux archives paroissiales. Elle les feuilletait attentivement, ses lunettes sur le nez, et sa plume prenait des notes discrètes dans la marge d'un petit carnet. Une naissance a été enregistrée à Caxton. Mère Margaret Enfield, père Reginald Cresswell. Sarah Eleanor Cresswell, sortie. L'enfant n'était pas mort, elle avait été cachée. Retirée du tableau de l'héritage. Placée chez un parent éloigné. Oubliée par la plupart. Mais pas par Eleanor. Eleanor le savait. Ou du moins le soupçonnait. Et en cherchant justice pour elle-même, elle espérait peut-être aussi restaurer quelque chose de longtemps enfoui. Sally n'avait pas été seulement sa servante. Elle avait été sa nièce, peut-être même son héritier légitime. Miss Marple posa son stylo et joignit les mains sur ses genoux. Le nœud qu'elle avait perçu plus tôt se trouvait maintenant devant elle, se défaisant avec une grâce délicate. Il y aurait encore beaucoup à démêler, mais elle savait maintenant que les racines du verger étaient plus profondes que ce que même un meurtre pouvait atteindre. Et quelqu'un était censé hériter de bien plus que ce que quiconque avait imaginé. Le matin se leva, pâle et silencieux, la brume s'étalant sur le verger comme le souvenir d'un rêve. Le calme qui s'était installé à Sainte-Mildre n'était plus celui de la peur ou de la spéculation, mais celui d'une réflexion prudente. La vérité, du moins celle que la plupart pouvaient comprendre, était désormais connue. Edwin Cresswell avait été arrêté pour le meurtre de sa femme, Eleanor, et bien qu'il n'ait pas encore avoué, les preuves et son sang-froid défaillant avaient dressé un tableau accablant. Mais Miss Marple savait pertinemment que les histoires humaines n'étaient jamais aussi bien ficelées. Le crime avait peut-être été élucidé aux yeux de la loi, mais les racines profondes de l'affaire attendaient encore d'être exhumées. Elle avait passé la majeure partie de la soirée précédente à confirmer l'identité de Sally Brent, avec l'aide du vicaire et un appel téléphonique discret à une vieille connaissance des archives municipales de Caxton. Elle détenait désormais des copies de 3 documents essentiels: l'acte de mariage de Margaret Enfield, l'acte de naissance de son enfant et un dossier hospitalier mentionnant Reginald Cresswell comme père. Il n'y avait plus aucun doute. Sally Brent était la fille de Reginald Cresswell, l'oncle d'Eleanor, et donc l'héritière légale du verger et du domaine de Cresswell. Un fait, semble-t-il, connu d'Eleanor seule. Et maintenant, la femme qui avait cherché à arranger les choses était partie. En milieu de matinée, Miss Marple retourna au presbytère, une petite enveloppe marron à la main. Sally l'accueillit à la porte, les yeux écarquillés et impatients, les mains essuyant nerveusement le devant de son tablier. « Tu as trouvé quelque chose » dit-elle doucement. « Oui, oui » répondit Miss Marple. On s'assoit. Ils s'installèrent dans le salon, la lumière automnale se répandant sur le tapis fleuri et emportant la poussière dans une douce brume dorée. Miss Marple ouvrit l'enveloppe et en sortit les documents un par un, les posant sur la table entre eux. « Voilà, » dit-elle, « ton histoire. » Sally fixa le tableau, se penchant lentement pour scruter les noms. Elle reconnut aussitôt sa mère. Mais lorsqu'elle vit le nom de Reginald Cresswell imprimé à côté, elle prit une profonde inspiration. « Mon père, » murmura-t-elle. « Oui, » dit Miss Marple. « Une Cresswell de sang. Ce verger, cette maison, tout cela devait vous appartenir un jour. Eleanor devait le savoir. Ou s'en douter. Peut-être avait-elle trouvé la vérité dans les papiers que Edwin avait brûlés. La voix de Sally tremblait. « Pourquoi personne ne me l'a dit? Pourquoi me l'ont-ils caché ?» Miss Marple croisa les mains. « Parce que l'héritage était conséquent. Parce que Reginald mourut subitement et que Margaret, votre mère, mourut peu après. Parce que le père d'Edwin, ou peut-être même Edwin lui-même, avait peut-être décidé que personne n'avait besoin de le savoir. Un enfant caché chez des proches était plus facile à effacer qu'à reconnaître. Et Eleanor, elle ne pouvait pas le dire ouvertement, pas sans preuve. Et il semble qu'elle essayait de rassembler ses preuves avant qu'Edwin ne l'en empêche. Sally se rassit, le poids de la douleur s'installant en elle. Elle n'était plus seulement la simple servante silencieuse qui avait servi le thé et plié le linge. C'était une Cresswell, par le sang,
par la loi et par l'intention de la femme, qui était morte pour protéger cette vérité. Miss Marple tendit la main par-dessus la table et lui serra doucement la main. « Tu es plus forte que tu ne le penses, ma chère, et plus méritante qu'on ne t'a jamais laissé croire. » Cet après-midi-là, la nouvelle se répandit discrètement qu'Edwin Cresswell avait été officiellement inculpé de meurtre. Le ministère public avait autorisé le procès et il serait détenu à la prison de Caxton jusqu'à la suite de la procédure. Les portes du verger restèrent verrouillées. La maison des Cresswell, quant à elle, était sous scellé pour examen médico-légal. Mais alors que le village commençait à rassembler les pièces du puzzle, Miss Marple savait qu'il restait une dernière étape à franchir, non pas juridique, mais personnelle. Elle organise une rencontre entre Sally et Charles Dalton, l'avocat que Eleanor avait contacté avant sa mort. La rencontre eut lieu dans le bureau du vicaire, un lieu calme et neutre. Miss Marple y assista non pas pour interférer, mais pour s'assurer que la vérité soit révélée avec le même soin que Eleanor avait espéré. Dalton était un homme méthodique, mais pas cruel. Il examinait attentivement les documents, posait des questions avec calme et précision et s'adressait à Sally sur un ton qui trahissait à la fois professionnalisme et sincère sollicitude. « Je crois que vous avez un droit légitime sur la succession Cresswell », a-t-il déclaré après une heure de discussion. « Il y aura bien sûr une procédure, des formalités administratives, des contestations de la famille élargie et peut-être même une enquête officielle sur la chaîne successorale. Mais avec ces documents et une déclaration sous serment concernant la suppression de votre identité, le dossier est solide. » Sally hocha lentement la tête. Elle ne souriait pas, mais son visage s'était adouci, moins chargé, plus enraciné. « Je ne veux pas me venger, dit-elle, ni d'argent. Je veux juste m'assurer que le combat d'Eleanor n'a pas été vain. Elle a essayé de faire ce qu'il fallait. Elle l'a fait, dit Miss Marple. Et maintenant, c'est à toi de le finir. » Dans les jours qui suivent, la vie reprend à Sainte Mildred avec la douceur d'un lieu habitué aux tempêtes. Les arbres du verger commencèrent à perdre leurs dernières feuilles et le pressoir, autrefois outil de tradition et de récolte, resta caché sous son toit. Attendant un nouveau chapitre, les villageois continuaient de bavarder, bien sûr. Mais le ton était passé du scandale à la sympathie. Sally Brent n'était plus la fille discrète aux mains agiles. Elle faisait désormais partie d'un tout plus vaste, ancré dans le terroir. Certains disaient qu'elle héritera peut-être du verger. D'autres se demandaient si elle allait tout simplement partir. Miss Marple, quant à elle, reprend simplement ses habitudes. L'église le dimanche, une promenade tranquille dans la verdure. Et par un matin particulièrement frais, elle fait une lente promenade devant le domaine de Cresswell. Le portail était entrouvert. Derrière, Sally se tenait seule dans le verger, son manteau boutonné, les mains rentrées dans ses manches. Miss Marple ne cria pas. Elle observa simplement un instant Sally se pencher pour ramasser une pomme tombée, la retourner dans sa main, puis la déposer délicatement sur le banc de pierre sous le vieil if. C'était un geste discret, mais Miss Marple comprenait. C'était un souvenir. C'était merci. C'était un héritage accepté non pas avec fierté ou avec un sentiment de droit, mais avec le poids de la compréhension. Elle se détourna et continua son chemin, ses pas légers, l'esprit apaisé. Il restait encore un dernier jugement à rendre. Un procès. Une lecture du testament révisé s'il en restait une copie. Le verger serait débattu, évalué et transmis. Mais la vraie vérité avait déjà trouvé sa place. Et dans cette vérité, Eleanor avait gagné. Sally aussi. Et une fois de plus, Jane Marple a prouvé que la justice ne porte pas toujours un badge ou un marteau. Parfois, il porte des gants en dentelle, transporte des aiguilles à tricoter et écoute plus qu'il ne parle. Les jours qui suivirent furent empreints d'une impatience mesurée. Sainte Mildred, village où l'on ne se laissait jamais aller à la conversation, bourdonnait à nouveau, non pas de peur, ni de scandale cette fois, mais du fragile espoir que justice soit enfin rendue. Bien que le pire fût révélé et qu'un homme fût désormais derrière les barreaux pour le crime qui avait obscurci la récolte, un fil conducteur plus profond subsistait. Dans les salons de thé et près du comptoir du boulanger, on murmurait l'implication discrète de Miss Marple.
Rien de trop fort, bien sûr, mais il était clair pour quiconque écoutait attentivement que quelque chose de plus avait été découvert, quelque chose de plus ancien et de plus complexe qu'un simple crime. L'affaire contre Edwin Cresswell progresse rapidement. Son avocat avait sollicité un entretien privé avec l'inspecteur Cray. Des aveux partiels étaient envisagés. Il n'avait pas encore avoué le meurtre, mais des allusions avaient été faites, et Cray n'était pas homme à ignorer les sous-entendus. Edwin avait avoué avoir brûlé des documents et s'être disputé avec Eleanor au sujet du verger. Mais il avait insisté sur le fait que la situation n'avait pas dégénéré, qu'elle avait trébuché. Cette panique avait guidé ses actions suivantes. C'était une vieille excuse et peu convaincante. Et pourtant, quelque chose dans l'insistance d'Edwin a suscité l'intérêt de Miss Marple. Cela ne le préoccupait pas pour son innocence, ni pour le peu de doute qu'elle éprouvait. Mais son désespoir, sa formulation particulière, sonnait comme quelqu'un qui protégeait quelque chose qui le dépassait, ou quelqu'un. Ce qui signifiait que le fil final de cette histoire n'était pas encore complètement démêlé. Par un après-midi frais et venteux, Miss Marple était assise dans le salon de son cottage, le thé rafraîchissant légèrement à côté d'elle, tandis qu'elle se plongeait dans les notes qu'elle avait compilées. L'identité de Sally avait été confirmée, l'intention d'Eleanor était claire, et pourtant la rencontre fatale entre elle et Edwin restait enveloppée d'ombre. Il était temps, pensa Miss Marple, de créer l'opportunité pour que la vérité se révèle. Et pour ce faire, elle devra préparer le terrain. Le lendemain matin, munie d'une invitation bien imprimée et soigneusement glissée dans une enveloppe, Miss Marple rendit discrètement visite à Julia Brunt, la tante qui avait élevé Sally, une femme vivant désormais à la lisière du village, dans une modeste maisonnette ombragée de chênes. Julia n'avait pas été beaucoup vue depuis l'éclatement du scandale. Non pas par honte, soupçonnait Miss Marple, mais par instinct de survie. Elle avait vécu avec la vérité pendant des années et avait peut-être cru qu'elle ne serait jamais révélée. Julia ouvrit la porte d'un air réservé, ses cheveux grisonnants fermement coiffés, sa robe simple et soignée. « Miss Marple, dit-elle prudemment, je me demandais quand vous viendriez. Je ne veux pas vous déranger, dit doucement Miss Marple, mais je pense qu'il est temps que nous parlions franchement. » À l'intérieur, autour d'une tasse de thé à la camomille, la conversation se déroulait comme une vieille lettre froissée, délavée, mais toujours lisible. « Elle était si jeune, dit Julia après un long silence. Ma sœur est idiote, tombée amoureuse d'un homme d'une famille comme les Cresswell. Bien sûr qu'il l'a épousée. Reginald était un romantique, je le lui accorde. Mais quand il est mort dans ce verger d'automne, tout a changé. Son père a effacé Margaret comme si elle n'avait jamais existé. Et l'enfant demanda doucement Miss Marple. Ils ont proposé de l'argent. Discrètement. Ils ont dit qu'ils veilleront à ce qu'elle soit prise en charge, si nous gardions le silence. Margaret était déjà morte, en couche, et je ne pouvais pas élever Sally et me battre contre une famille comme ça. Alors je n'ai rien dit, je l'ai élevée comme ma propre fille. Miss Marple hocha la tête. Vous lui avez offert un bon foyer. Mais Eleanor a découvert la vérité, n'est-ce pas? Je crois que oui, elle a commencé à me poser des questions il y a environ un an. Elle ne m'a jamais ouvertement confronté, mais je pense qu'elle savait. Je pense qu'elle voulait arranger les choses sans provoquer de scandale. Elle m'a demandé un jour si je pensais que Sally voudrait savoir. Je lui ai dit la vérité, elle le méritait. Et Sally se doutait-elle de quelque chose? Julia secoua la tête. Pas jusqu'à récemment. Elle est intelligente, mais elle nous fait toujours confiance. Miss Marple laissa échapper un léger soupir. Merci, Julia. Cette honnêteté compte plus que tu ne le penses. Plus tard dans l'après-midi, Miss Marple lança une seconde invitation, cette fois à l'agent Hughes, un jeune officier vif au sens du détail aiguisé et à l'admiration discrète pour les méthodes de Miss Marple. Elle l'invita à prendre le thé sous couvert d'une conversation informelle, mais une fois installée devant des scones chauds et un feu doux, elle se pencha vers elle, une lueur subtile dans le regard. « Dites-moi, constable, demanda-t-elle, y avait-il quelque chose d'inhabituel à propos du pressoir du verger après votre inspection initiale? » Hughes se frotta le menton. Rien d'autre que ce que vous nous avez aidé à voir. Le lever avait été huilé,
Il y avait des éraflures récentes et des traces de mouvement. Pourquoi demandez-vous cela? Il y avait une deuxième série de traces dans le sol autour de la presse, dit Miss Marple. Des traces légères, recouvrant celles d'Edwin. Il fronça les sourcils. Ça aurait pu être celui d'Eleanor. C'est possible, dit-elle. Mais Eleanor aurait dû marcher directement du verger jusqu'à la maison. Ces traces revenaient en arrière. Des pas silencieux, un poids plus léger. Il se redressa. Tu crois qu'il y avait quelqu'un d'autre? Je le crois. Quelqu'un qui a peut-être été témoin de ce qui s'est passé ou qui a contribué à le dissimuler. Elle lui tendit un bout de papier sur lequel était écrit un nom dans son écriture cursive soignée. Hughes y jeta un coup d'œil, puis leva les yeux, le visage crispé par la prise de conscience. « Tu crois que cette personne? Je pense qu'il est temps que nous le découvrons. » Le soir suivant, Sally Brent est retournée au verger. Ce n'était pas un événement spectaculaire. Pas de gendarmes, pas de presse, juste Sally, seule, avec le poids d'un héritage familial pesant sur chaque branche noueuse. Elle marchait lentement entre les arbres, ses bottes enfonçant doucement la terre humide, son regard scrutant l'espace silencieux qui avait été autrefois le sanctuaire et la prison d'Eleanor. Elle s'arrêta à la base du pressoir à pommes. Là, nichée dans l'ombre sous la structure en bois, se tenait Julia Brent. « Tu es venue, dit Sally. » Sa tante hoqua la tête. Il le fallait. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. » Sally ne bougea pas. « J'étais là, dit Julia, la nuit où Eleanor est morte. Je l'ai suivie jusqu'au verger. Je savais qu'elle comptait affronter Edwin. Je voulais l'en empêcher pour te protéger. S'il savait ce qu'elle avait découvert, ce qu'elle comptait révéler, j'avais peur qu'il fasse quelque chose de désespéré. » La voix de Sally était calme, et il le fit. « Oui, dit Julia, mais je n'ai pas été assez rapide. Je l'ai vue la pousser. Elle a heurté le rebord en pierre de la presse. Il a paniqué. J'aurais dû m'avancer, mais je ne savais pas quoi faire. Si je disais la vérité, je pensais que ça te gâcherait tout. Alors je l'ai aidé à la cacher. »« Tu l'as aidé ?» La voix de Sally tremblait. « Tu l'as laissé s'en tirer. Je pensais te protéger, murmura Julia. Mais je vois maintenant que je ne faisais que me protéger moi-même. » Le silence s'étendit entre eux. Puis Sally s'approcha, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. « Tu aurais dû me faire confiance pour affronter la vérité. » Et puis, depuis le chemin du verger, le doux claquement des bottes, l'agent Hughes sortit de l'ombre, faisant un signe de tête à Sally avant de se tourner vers Julia. « Madame Brent, dit-il doucement, je pense qu'il est temps que nous parlions. » Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu, son tricot sur les genoux. Le nœud final, semblait-il, avait été noué non par l'accusation, mais par la confession. La déclaration de Julia, consignée avec calme et tristesse, ne l'absoudrait pas entièrement, mais elle ajoutait une dernière couche à l'histoire, une couche que le tribunal aurait besoin d'entendre, pas nécessairement pour punir, mais pour la vérité. Et la vérité, Miss Marple le savait, valait toujours la peine d'être découverte, peu importe à quelle profondeur elle avait été enfouie. Dans le pressoir à pommes, dans le sol du verger, ou sous le poids du silence familial. C'était le premier vrai gel de la saison. Le verger luisait d'une douce croûte blanche, chaque branche nue bordée de glace, telle une délicate dentelle. Le souffle s'échappa par bouffées. Les champs autour de Sainte-Mildred restaient immobiles, attendant, comme si la terre elle-même avait enfin expiré. Pour la première fois depuis des semaines, le village vibrait d'une tranquille certitude, libéré du suspense, de la tension due aux questions, sans réponse. Les rumeurs s'étaient réduites à un murmure respectueux. L'histoire de la mort d'Eleanor Cresswell est devenue bien plus qu'une simple tragédie. C'était devenu un bilan, une refonte des histoires que les gens s'étaient racontées sur qui appartenait à quoi et pourquoi. Et au centre de ce changement silencieux se trouvait un nom qui avait été prononcé avec une pause respectueuse, Sally Brent, ou, comme certains avaient commencé à le reconnaître avec précaution, Sally Cresswell. Miss Marple était assise dans le salon avec le vicaire, le révérend Walker, sirotant une tasse de Darjeeling chaud, tandis que le soleil de fin de matinée traversait la fenêtre à meneaux. « Il y a quelque chose d'assez remarquable dans le fait que la vérité trouve son chemin, dit doucement le vicaire, même après tout ce temps. Où as-tu entendu ça? Répondit M. Danvers, le laitier. Je l'ai vue jeudi dernier, aussi radieuse que tu le souhaites.
J'ai acheté des biscuits au gingembre et un nouveau torchon. Miss Marple ne l'interrompit pas. Elle choisit simplement une boîte de petit déjeuner anglais et se dirigea vers la caisse, attrapant des bribes comme un collectionneur ramasse des plumes. Ils disent que Edwin buvait plus que d'habitude. Il a toujours eu ce caractère, vous vous souvenez quand il criait sur le jeune Billy, parce qu'il courait à travers ses dahlias. Et cette bonne, comment s'appelle-t-elle? Sally? Elle était pâle comme un fantôme, la pauvre. Miss Marple paya son thé avec la monnaie exacte et sortit dans la lumière humide du matin, les yeux pensifs. Au presbytère, Madame Walker l'accueillit avec un sourire chaleureux et le léger arôme des scones en train de cuire. « Jane, c'est adorable, dit-elle en la faisant entrer. Entrez, s'il vous plaît. Nous étions sur le point d'en prendre une tasse. J'ai pensé que je te rendrais ton livre avant de l'oublier, dit Miss Marple en lui tendant le volume bien feuilleté. Merci beaucoup, même si je pense que vous l'avez lu plus de fois que moi. Il riait doucement en s'installant près de la cheminée, une flamme modeste vacillant sous le manteau de marbre. « Quelle horreur hier !» dit Madame Walker après une pause, en versant du thé. « Eleanor, je n'arrive toujours pas à y croire. »« Non » accusa doucement Miss Marple, même si elle semblait toujours plutôt réservée. Était-elle souvent au presbytère? Madame Walker secoua la tête. Pas souvent. Elle était venue une fois aider à la caisse des récoltes, polie, mais distante. Elle était du genre à cacher soigneusement ses soucis. Mais elle a dit quelque chose d'étrange la dernière fois que je l'ai vue. Le sourcil de Miss Marple se haussa légèrement. Elle a déclaré, parfois, le poids de l'histoire est trop lourd à porter, même s'il est fait de pommes et de titres de propriété. Comme c'est poétique, murmura Miss Marple. Oui, soupira Madame Walker. J'ai pensé qu'il s'agissait peut-être d'une remarque sur le domaine de Cresswell, ou sur les gens qui le gardent. Avant qu'elle puisse en dire plus, on frappa violemment à la porte. Madame Walker se leva et ouvrit, révélant une Sally Brunt, troublée, les joues rouges de vent et les yeux écarquillés par une panique à peine contenue. « Je suis désolé, balbutia Sally. Je ne savais pas où aller. Je ne peux tout simplement pas rentrer à la maison. Pas après hier, pas avec M. Cresswell qui fait les 100 pas comme un fantôme. » Madame Walker l'a immédiatement amené à l'intérieur, l'a aidé à s'asseoir sur le canapé et lui a apporté une tasse chaude. Miss Marple resta assise en silence, observant la jeune fille d'un œil attentif. Sally n'avait pas plus de 19 ans, un peu sous-alimentée, avec l'air de quelqu'un qui avait appris trop tôt à ne pas faire confiance facilement. Ses mains tremblaient, même lorsqu'elle tenait la tasse dans ses deux paumes. « Personne ne m'adressait la parole, » dit Sally. « Pas correctement. Juste un agent qui demandait si j'avais vu quelqu'un quitter le verger. Je n'ai rien vu. Je jure que non. »« Bien sûr, » dit doucement Madame Walker. « Ça a dû être un choc terrible. » Sally hocha la tête, les lèvres tremblantes. Elle était gentille avec moi. Madame Cresswell, calme, certes, mais jamais cruelle. Elle m'a donné son vieux châle la semaine dernière, quand les gelées matinales sont arrivées tôt. Et maintenant, ils disent toutes sortes de choses. « Quel genre de choses, ma chère ?» demanda Miss Marple d'une voix légère comme de la dentelle. Sally regarda successivement les femmes, puis se pencha. « Je crois que quelqu'un cherchait quelque chose, avant que ça n'arrive. » Miss Marple pocha la tête. « À la cave, continue Sally. La veille de la fête, j'ai entendu quelqu'un bouger là-bas. Vers minuit, M. Cresswell a dit que ce n'était rien, mais j'ai trouvé une boîte en fer blanc vide sur la table de la cuisine le lendemain matin. Vieille, poussiéreuse, comme si on l'avait forcée. Qu'y avait-il à l'intérieur? Je ne sais pas. Mais plus tard, je l'ai entendu au téléphone. Il a dit « Non, rien pour l'instant. Mais je la contacterai demain s'il le faut. » Je n'y ai pas vraiment prêté attention jusqu'à maintenant. Madame Walker tendit la main pour la serrer. « Tu as bien fait, Sally. » Miss Marple se tenait debout et poussait tant des miettes imaginaires de sa jupe. « Parfois, dit-elle doucement, ce ne sont pas les actes de quelqu'un qui révèlent la vérité, mais son comportement quand personne n'est censé le voir. » Sally leva les yeux, perplexe. « Tu crois qu'il a réussi ?» Miss Marple ne répondit pas. Elle posa doucement une main sur l'épaule de Sally et dit « Je crois que tu t'es souvenu de quelque chose de très important, et je pense qu'il serait sage de ne parler de cette conversation téléphonique à personne pour l'instant. »
Cet après-midi-là, Miss Marple rend visite au domaine de Cresswell. La maison se dressait au bout d'une allée de gravier, haute et fière, ombragée par des pommiers dont les fruits pourrissent dans l'herbe. Edwin lui ouvrit la porte, les yeux creusés et mal rasés. Sa cravate était de travers et ses chaussures dépareillées. « Je ne parlerai pas à la presse, dit-il en clignant des yeux. Si c'est ce que tu es. »« Pas du tout, dit Miss Marple, avec son sourire le plus innocent. Je voulais simplement présenter mes condoléances et peut-être demander si le châle d'Eleanor pouvait être donné à la vente de charité de l'église. Elle était toujours si attentionnée. » Il cligna des yeux, puis lui fit signe d'entrer d'un air absent. À l'intérieur, la maison sentait le vieux bois et la laine humide. Elle traversa lentement le hall d'entrée, posant son regard sur les photos encadrées, le porte-parapluie et le tableau légèrement de travers représentant le verger en fleurs. « Je suis désolé, dit-il enfin. Je ne suis plus moi-même. Personne ne pouvait s'attendre à ce que vous le soyez, dit gentiment Miss Marple. Eleanor a-t-elle déjà mentionné la disparition de documents? Il serait dit légèrement? Non? Pourquoi le ferait-elle? Juste une remarque de quelqu'un, répondit Miss Marple d'un ton léger, à propos du poids de l'histoire. Des objets de famille, des documents de succession, ce genre de choses. Edwin pinça les lèvres. Eleanor était sentimentale. Elle conservait de vieilles lettres, mais rien d'important. Miss Marple hoqua la tête et laissa le silence s'épaissir. Elle observait déjà le tapis sous la table du salon, légèrement froissé, comme s'il avait été soulevé et mal lissé. Son regard se porta sur l'âtre où une fine traînée de cendres courbait le bord de la grille. Papier brûlé. Quelque chose avait été caché, puis détruit. Mais Miss Marple sourit simplement et dit « Je vous remercie, je m'en vais ». Et sur ce, elle laissa Edwin debout dans l'obscurité, fixant la tâche qui trahissait plus qu'il ne le souhaitait. Demain, elle s'adressera à Charles Delton, un associate. Mais ce soir, elle va retourner à son tricot. Le lendemain matin, la pluie s'était calmée, laissant derrière elle une fine rosée qui arpentait les toits et courbait les pointes des haies. La vie de Sainte Mildred avait repris son cours, hésitante et prudente, mais l'air était encore chargé de questions sans réponse. Les gens ouvraient leurs boutiques et arrosaient leurs fleurs, mais chaque regard posé dans la ruelle ou sur la pelouse semblait se poser sur la maison Cresswell avec une sorte de curiosité méfiante. Miss Marple était assise à sa place habituelle près de la fenêtre du salon, son tricot à la main, même si ses doigts bougeaient plus lentement aujourd'hui. Son esprit n'était pas concentré sur l'écharpe qu'elle confectionnait pour sa petite nièce. Il était plutôt préoccupé par la trace de cendre près de l'âtre du salon d'Edwin Cresswell et par la façon dont son regard s'était trop rapidement porté sur cet endroit lorsqu'elle avait évoqué de vieux documents. Il avait brûlé quelque chose, elle en était certaine. La question n'était pas seulement quoi, mais pourquoi. On frappa à la porte, 2 coups brefs, un silence, puis un troisième. Miss Marple sourit. Ce coup, légèrement irrégulier et toujours un peu précipité, n'appartenait qu'à une seule personne du village. « Entrez, ma chérie » cria-t-elle, tandis que la porte grinçait et que Madame Banbury entrait, les joues rouges et le souffle déjà court à cause de la marche. « J'ai pensé que vous aimeriez savoir » dit Madame Banbury, attendant à peine de retirer son chapeau. « Charles Delton, c'est le gérant du domaine de Caxton Heath, oui. On l'a vu ici ce matin. Je suis arrivé un peu après 8 heures et j'ai demandé des nouvelles d'Edwin Cresswell à la poste. » Le sourire de Miss Marple s'épaissit, mais son expression demeurait sereine. « Quelle efficacité, dit-elle. Et a-t-il trouvé Edwin ?» Madame Banbury s'installa difficilement dans le fauteuil, agitant la main d'un air dédaigneux. « Personne ne sait. Edwin n'a pas été vu de la matinée. Sally non plus. Certains disent qu'elle a fait ses valises. D'autres pensent qu'elle a été renvoyée. Tout cela est très confus. » Miss Marple versa du thé et passa une tasse à son invité, l'écoutant attentivement. « Je pensais juste que vous voudriez savoir, » a poursuivi Madame Banbury. « Vous semblez toujours être lié à ces choses-là. La curiosité est une habitude qui dure toute la vie. J'en ai peur, » dit Miss Marple avec un petit rire. « Et d'après mon expérience, la vérité se révèle toujours. Mais jamais aussi vite que les ragots. »
Plus tard dans la journée, Miss Marple se rend à la bibliothèque du village, un modeste bâtiment niché entre la boulangerie et la cordonnerie. Peu savait que l'arrière-boutique abritait des décennies d'archives paroissiales, de titres fonciers, de relevés fiscaux, de testaments, etc. Le curé l'avait autrefois qualifié de grenier à papier, mais Miss Marple la considérait plutôt comme une capsule temporelle. Elle passa près d'une heure à feuilleter des cartons étiquetés à l'encre délavée. C'était un travail poussiéreux et une âme moins douée aurait pu s'impatienter. Mais Miss Marple avait un jour attendu 3 ans pour prouver que le canari de son voisin ne s'était pas envolé, mais avait été discrètement vendu lors d'une foire aux animaux de Bournemouth. La patience n'était pas un problème. Finalement, elle trouva ce qu'elle cherchait dans un testament daté de 1912, signé par Robert Cresswell, le grand-père d'Edwin. Il y était clairement stipulé que le verger et la propriété de Cresswell devaient rester dans la famille aussi longtemps que possible, être transmis par le sang ou par un héritier désigné, avec une stipulation essentielle. Si aucun héritier direct n'était trouvé, la propriété et le domaine reviendraient au comté, à moins qu'une réclamation ne puisse être étayée par des documents conservés dans la fiducie familiale. Miss Marple se rassit, les doigts croisés pensive. Une fiducie familiale, une clause de documentation et des papiers brûlés. Tout commença à prendre forme, pas encore comme une image complète, mais les bords se formaient et le centre commençait à montrer des signes d'un conflit très ancien et très silencieux. À 3h30, elle monta dans le bus local pour Caxton Heath. Le trajet fut court, un peu moins de 40 minutes, à travers des ruelles bordées de sureaux et de chardons. Elle n'emportait avec elle que son sac à main et un mouchoir soigneusement plié, brodé de violettes. Charles Delton & Associates était un modeste bureau sur High Street. Une cloche sonna au-dessus de sa tête lorsqu'elle entra. Une jeune femme, à la réception, leva les yeux. « Puis-je vous aider ?»« Je l'espère bien, » dit Miss Marple en posant son sac à main sur le bord du comptoir. « J'espère parler à Monsieur Delton. Il s'agit d'une ancienne cliente, Eleanor Cresswell. Je crois qu'il y a eu une confusion concernant ses affaires. » La jeune femme hésita, jetant un coup d'œil vers une porte fermée au bout du couloir. « Il est avec quelqu'un en ce moment, mais je suppose que je pourrais vérifier. » Quelques instants plus tard, un petit homme chauve, vêtu d'un costume marron, apparut. Ses lunettes brillaient dans la lumière et son expression exprimait une prudence polie. « J'ai cru comprendre que vous connaissiez Madame Eleanor Cresswell ?» demanda Miss Marple. « Oui, en effet, » répondit Delton. « J'ai traité une demande de propriété pour elle, il y a quelques mois. Rien d'inhabituel.